Lors de ma fête de remise de diplôme, mon frère a pris le micro et a dit « Portons un toast à la brebis galeuse de la famille qui a réussi à obtenir un diplôme. » Tout le monde a ri. Ma mère a souri. Il plaisante, c'est tout. J'ai souri aussi, et je n'ai rien dit. 3 jours plus tard, j'ai retiré mon financement de sa start-up et j'ai gelé le compte de prêt partagé. Mais à 8h12, ils ont eu la vraie nouvelle choquante. Je ne pensais pas que ma fête de remise de diplôme serait l'endroit où la première fissure dans mes liens familiaux apparaîtrait, mais je suppose qu'on ne le voit jamais venir. C'était censé être un jour dont je me souviendrai pour toutes les bonnes raisons. Je venais d'avoir 22 ans, j'avais terminé mes études et j'avais réussi à créer une petite entreprise rentable tout en étudiant à plein temps. Ce n'était pas de la chance. C'était de longues nuits, des week-ends sacrifiés et le refus d'innombrables fêtes. L'arrière-cour était décorée comme si elle sortait d'un magazine. Ma mère avait mis les petits plats dans les grands. Des chaises pliantes blanches alignées sous des guirlandes lumineuses, des tables couvertes de nappes bleues. L'odeur du poulet rôti et du gratin de macaroni au fromage flottait dans l'air. Des parents que je n'avais pas vus depuis des années sont sortis de nulle part. Des amis de l'université, des voisins et même mon ancien entraîneur de basket-ball du lycée sont passés me serrer la main. C'était la première fois que je sentais que tout ce travail acharné, toute cette autodiscipline en avait valu la peine. Quelque part entre la deuxième tournée de toast et la découpe du gâteau, mon frère, Alex, s'est dirigé vers le microphone. Il avait cette démarche désinvolte et confiante qu'il utilise lorsqu'il est sur le point de raconter une histoire qui le met au centre de l'attention. Je pensais qu'il dirait peut-être quelque chose de gentil, peut-être de rapides félicitations, peut-être même une histoire sur nous quand nous étions enfants. Au lieu de cela, il a levé sa coupe et a dit, fort et clair, portons un toast à la brebis galeuse de la famille qui a réussi à obtenir un diplôme. 12 345. C'était comme si l'air dans l'arrière-cour s'était divisé en deux, moitié rire, moitié silence gêné. La plupart des gens ont ri, pensant que ce n'était que des taquineries fraternelles. Certains m'ont regardé avec ces petits sourires narquois qui disent qu'ils pensent qu'il y a une part de vérité derrière la blague. Ma mère, debout près du grill, a souri et a dit qu'il plaisantait. J'ai souri aussi, mais à l'intérieur, je pensais à la réalité derrière sa petite performance. Alex a 29 ans, pas de diplôme, et n'a jamais gardé un emploi plus de 8 mois. C'est le genre de type qui parle de réussir en grand tout en empruntant de l'argent pour payer son loyer. 678 910 depuis 1 an, je l'aidais avec sa dernière grande idée, une start-up dont il jurait qu'elle allait décoller. J'avais même accepté un compte de prêt commercial partagé avec lui parce que je pensais que peut-être, pour une fois, il irait jusqu'au bout. 11, 12, 13, 14, 15. La vérité est que j'avais négligé beaucoup de choses, les délais non respectés, le fait qu'il ne semblait jamais faire les mêmes heures que moi, la manière décontractée dont il traitait l'argent qui n'était pas entièrement le sien. Mais ça, m'humilier devant nos amis, notre famille élargie et même certaines personnes que je connaissais à peine, c'était différent. Ce n'était pas juste une mauvaise blague. C'était un rappel qu'à ses yeux, je serais toujours le petit frère qui a eu de la chance, peu importe à quel point je travaillais dur. Je ne lui ai pas adressé la parole ce soir-là. J'ai coupé le gâteau, serré d'autres mains, remercié tout le monde d'être venu et fait semblant que la blague m'avait glissé dessus. Mais quand la fête a été terminée et que j'étais assis dans mon appartement à regarder les guirlandes lumineuses à moitié brûlées dans mon jardin, j'ai pris une décision, tranquillement et complètement. 3 jours plus tard, j'ai appelé la banque. J'ai gelé notre compte partagé. J'ai envoyé un courriel à la petite équipe de développement que nous avions engagée pour sa start-up, les informant que mon financement était terminé et que mon implication était finie. Je n'ai pas donné d'explication à Alex. Je ne l'ai pas prévenu. Le lendemain matin à 8h12, lui et sa femme se sont réveillés pour découvrir que leur compte était soudainement plus léger, leur projet au point mort et la banque peu disposée à avancer sur quoi que ce soit tant que les désaccords internes entre les titulaires du compte ne seraient pas résolus. Ce n'était que le premier domino. Le vrai coup dur était encore à venir, et ils n'avaient aucune idée qu'il était sur le point de frapper à leur porte. À 8h12, mon téléphone s'est allumé avec le nom d'Alex. Il n'était pas inhabituel qu'il appelle le matin, mais généralement, c'était pour prendre des nouvelles, ce qui signifiait en réalité se préparer à demander quelque chose. C'était différent. Il n'a pas appelé une seule fois. Il a appelé à 8h12, 8h14 et 8h17, laissant à chaque fois sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale se déclenche. À 8h20,
L'icône de ma messagerie vocale brillait comme un voyant d'avertissement. J'ai écouté le premier message. Sa voix était tranchante, confuse et déjà sur les nerfs. Il voulait savoir pourquoi notre compte de prêt commun était gelé, pourquoi l'équipe de développement l'avait appelé pour lui dire que tout le travail était en pause jusqu'à la reprise des paiements, et pourquoi le site web de sa start-up était hors ligne. Il a dit que je rendais les choses beaucoup plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Je n'ai pas répondu. Je voulais qu'il reste dans cette incertitude, qu'il ressente réellement les conséquences pour une fois sans que j'intervienne pour arranger les choses. À 9h30, ma mère a appelé. Cela seul m'a dit qu'Alex était déjà allé la voir. Elle n'a pas perdu de temps. Elle a dit qu'Alex était contrarié, que je devrais au moins lui parler et régler ça. Elle a affirmé qu'il comptait sur cela pour son avenir et que me retirer maintenant détruirait des mois de travail. Je lui ai dit la vérité, je ne financerais pas quelqu'un qui pensait que m'humilier devant ma famille et mes amis était une bonne comédie. Elle a essayé les vieilles rengaines, il plaisantait. Ne le prends pas si au sérieux. Tu sais comment est ton frère. Quand je n'ai pas cédé, sa voix a changé. Elle m'a dit que je punissais toute la famille en faisant cela, que ma décision ne le blessait pas seulement lui. Cette phrase m'est restée en tête. Elle n'a pas dit qu'Alex avait tort. Elle n'a pas dit qu'il me devait des excuses. Tout ce qu'il importait, c'est que je ne jouais pas le rôle que j'étais censé jouer, le jeune frère qui soutient l'aîné, peu importe à quel point il le mérite peu. À midi, j'avais décidé de passer à l'étape suivante. Alex et sa femme vivaient dans un appartement de 2 chambres en périphérie de la ville, techniquement à son nom, mais les mensualités du prêt immobilier provenaient de mon compte depuis 14 mois. Cela avait commencé comme un arrangement à court terme alors qu'il lançait la start-up. Mais vu comment les choses se passaient, il n'y avait aucune raison de maintenir cet arrangement. Je suis allé chez lui sans lui dire que je venais. Quand il a ouvert la porte, il avait l'air de ne pas avoir dormi. Ses cheveux étaient en désordre, sa chemise était froissée, et il y avait cette légère odeur de café froid dans l'air. À l'intérieur, sa femme était assise sur le canapé, ordinateur portable ouvert, des papiers étalés comme si elle faisait du contrôle des dommages. Je ne me suis pas assis. Je lui ai dit directement, à partir du mois prochain, le prêt immobilier est à ta charge. Plus de paiement de ma part. Plus jamais? Juste le temps qu'on se remette sur pied. L'arrangement est terminé. Pendant une seconde, il n'a rien dit, me fixant juste comme si j'avais changé de langue. Puis vinrent les excuses. Ce n'était qu'une blague. Je surréagissais. J'aurais dû savoir qu'il ne le pensait pas. Il a affirmé que j'étais mesquin, que je jetais des années de fraternité pour quelques mots. Je lui ai dit que nous n'étions plus partenaires, ni en affaires ni dans quoi que ce soit de financier. Il pouvait gérer sa start-up comme il le voulait, mais il le ferait avec ses propres ressources. Peu importait que cela signifie réduire ses dépenses, prendre un emploi ou tout arrêter. Ce n'était plus mon problème. Il a essayé un dernier angle, disant que je l'abandonnais, que je ne pensais pas à la famille. Je n'ai même pas répondu à ça. J'ai juste tourné les talons et je suis parti. En marchant vers ma voiture, je n'ai ressenti ni culpabilité ni doute. J'ai ressenti quelque chose de plus proche du soulagement. C'était la première fois depuis des années que je ne portais pas son fardeau sur mon dos. Mais si je pensais que c'était la fin, je me trompais. La semaine suivante, mes parents ont appelé avec une invitation à un grand dîner de famille. Ils ont dit qu'il était important que tout le monde soit là. Ils n'ont pas mentionné que mon père avait déjà décidé qu'il allait confronter Alex. Et quand il le ferait, cela ne stupéfierait pas seulement mon frère, cela plongerait toute la soirée dans le chaos. Quand ma mère a appelé pour le grand dîner de famille, elle l'a fait paraître décontractée, comme un de ces repas de milieu de semaine où tout le monde s'entasse dans la salle à manger, se passe les plats et la moitié des conversations se chevauchent. Mais la façon dont elle a insisté sur le fait que je devais absolument être là m'a dit qu'il ne s'agissait pas seulement de dîner. C'était une embuscade. J'ai hésité à y aller. Je connaissais déjà le scénario, il minimiserait ce qu'Alex avait fait, me qualifierait d'hypersensible et essaierait de me culpabiliser pour que je débloque le compte et que je couvre à nouveau l'appartement. Mais une partie de moi voulait voir comment il gérerait la situation. Quand je suis entré, la table était déjà mise. Ma mère avait mis les petits plats dans les grands, poulet rôti, purée de pommes de terre noyées dans la sauce, son pain à l'ail qui pouvait assommer une personne à 2 pièces de distance. Les lumières de la salle à manger étaient vives, presque trop vives, comme s'ils mettaient en scène la situation.
Mon père était au bout de la table avec un verre de thé glacé, l'air exceptionnellement sérieux. Alex et sa femme étaient déjà assis, se penchant l'un vers l'autre et parlant à voix basse avant de se redresser en me voyant. Nous nous sommes tous assis, et pendant les 20 premières minutes, ce fut une conversation superficielle. Ma mère a posé des questions sur mon entreprise, puis est rapidement passée aux voisins. Mon père a mentionné la fuite dans le toit du garage. Alex a fait une blague sans conviction sur la circulation. Mais je pouvais le sentir, le changement dans l'air quand ma mère a finalement décidé qu'il était temps. Elle a posé sa fourchette et a dit, les familles ne devraient pas laisser de petits malentendus se transformer en gros problèmes. Elle n'a pas prononcé mon nom, mais ses yeux sont restés sur moi tout le temps. Elle a continué sur le fait que la vie était trop courte pour les rancunes et que tout le monde fait des erreurs en essayant d'être drôle. Avant même que je puisse décider comment répondre, mon père a posé sa fourchette avec un cliquetis délibéré. Il s'est tourné vers Alex et a dit, « Tu aurais dû réfléchir avant d'ouvrir la bouche à cette fête. Tu as embarrassé ton frère devant tout le monde, et tu as de la chance que tout ce qu'il ait fait, c'est de retirer son argent. » La pièce s'est figée. Alex l'a regardé comme s'il avait mal entendu. Les sourcils de ma mère se sont haussés comme si mon père venait de changer de camp au milieu d'une partie d'échecs. Sa femme a baissé les yeux sur son assiette et n'a pas bougé. Alex a essayé de se reprendre, en se penchant en arrière sur sa chaise. C'était une blague. Kurt prend ça trop au sérieux. Il sait que je ne le pensais pas. Mon père ne l'a pas laissé finir. Il lui a dit que se cacher derrière je plaisantais était le plus vieux tour du monde et que s'il me respectait un tant soit peu, il se serait excusé juste après, sans attendre que je lui coupe les vivres financièrement. Il n'a pas élevé la voix, mais il y avait un poids dans son ton qui indiquait clairement qu'il ne débattait pas. C'est alors que ma mère est intervenue. Elle s'est penchée vers mon père comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle a dit, c'est comme ça entre frères, que je savais qu'Alex plaisantait, et que c'était moi qui en faisais toute une montagne. C'est elle m'a regardé et a dit que j'étais allé trop loin. Alex, sentant du renfort, a croisé les bras et est resté silencieux, la laissant se battre pour lui. Il a même souri à un moment donné, comme si tout se passait exactement comme il l'avait prévu, à l'exception de l'intervention de mon père. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Ça ne servait à rien. Ils avaient déjà décidé que j'étais le problème parce que j'avais cessé de jouer le rôle qu'ils attendaient de moi. Alors, j'ai poussé mon assiette, je me suis levé et je leur ai dit que je ne me justifierais plus. Le silence pendant que je marchais vers la porte était lourd, mais je n'ai pas regardé en arrière. Je pensais que c'était la fin de leur intervention familiale, mais je les ai sous-estimés parce que 3 jours plus tard, Alex et ma mère se sont associés pour quelque chose que je n'avais pas vu venir, un coup monté pour me forcer à l'aider à nouveau. Et c'est là que les choses ont cessé d'être simplement tendues pour devenir une guerre. 3 jours après ce dîner, je revenais d'une réunion matinale avec un investisseur potentiel lorsque j'ai aperçu un grand camion de déménagement blanc garé juste en face de mon immeuble. Au début, j'ai pensé qu'un de mes voisins partait enfin. Le couple du dessus menaçait de déménager en Floride depuis des mois. Mais en m'approchant, mon estomac s'est noué. Alex se tenait à l'arrière du camion, dirigeant 2 déménageurs comme s'il était le propriétaire des lieux. Sa femme était sur le trottoir, tenant une boîte en carton étiquetée et cuisine, avec ce sourire crispé que les gens arborent quand ils essaient d'agir de manière décontractée à propos de quelque chose qui est tout sauf cela. Je me suis approché lentement. Alex m'a repéré et a affiché un grand sourire comme si c'était une sorte de fête surprise. Il a tapé dans ses mains et a dit, « Timing parfait. On est sur le point de commencer à décharger. » Je l'ai regardé fixement. « Décharger où ?» Il a penché la tête vers mon immeuble. « À ton avis ? Ta 2e chambre est vide depuis que tu as emménagé. On s'est dit qu'on pourrait s'installer ici pour quelques semaines. Juste le temps de s'installer. » Non. Je n'ai pas élevé la voix. Je l'ai juste dit une fois, et je pensais que ce serait suffisant. Mais Alex a ri comme si je jouais le jeu, s'est tourné vers les déménageurs et leur a dit de commencer à rentrer les affaires. Je me suis mis devant l'entrée de l'immeuble. Non, vous n'emménagez pas ici. Sa femme a bougé la boîte dans ses bras et a essayé d'intervenir, expliquant que le nouveau propriétaire de leur appartement avait décidé de ne pas renouveler leur bail et que tout s'était passé si vite qu'ils n'avaient pas eu le temps de trouver un nouvel endroit. Elle a dit que c'était temporaire et que nous sommes de la famille. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose par-dessus son épaule, la voiture de ma mère, garée à mi-chemin dans la rue.
Elle était appuyée contre la portière côté conducteur, les bras croisés, des lunettes de soleil sur le nez, observant comme un général supervisant une bataille qu'elle avait déjà décidé de gagner. Donc, ce n'était pas du désespoir. C'était planifié. Je me suis retourné vers Alex. Ça n'arrivera pas. Il a essayé la carte de la culpabilité, a dit que j'étais cruel, qu'il n'avait nulle part où aller, que son enfant ne méritait pas d'être pris au milieu. Je lui ai dit qu'il y avait plein d'autres parents qu'il pouvait appeler, et s'il n'y en avait pas, peut-être que cela en disait long sur la façon dont il traitait les gens. C'est à ce moment-là que ma mère s'est approchée, lentement et délibérément. Elle n'a pas crié, mais sa voix était assez tranchante pour couper. Elle m'a dit que je tournais le dos à mon propre sang et que si je les laissais partir aujourd'hui, je le regretterais plus que je ne pouvais l'imaginer. Je lui ai dit que le seul regret que j'avais était d'avoir laissé les choses aller aussi loin. Puis je me suis tourné vers les déménageurs. Si vous déchargez quoi que ce soit dans cet immeuble, ce sera remis directement dans le camion à ses frais. Les déménageurs se sont regardés. L'un d'eux a demandé discrètement à Alex s'il devait simplement retourner à l'entrepôt de stockage. Alex a juré à voix basse. Sa femme a fixé ses chaussures. Après une longue pause, Alex leur a fait signe de partir. Ils ont tout remballé dans le camion. Ma mère n'a pas dit un mot de plus en retournant à sa voiture, mais le regard qu'elle m'a lancé disait que ce n'était pas fini. Je pensais que c'en était fini, qu'il bouderait un moment et finirait par trouver un autre canapé sur lequel s'installer. Mais cette nuit-là, à 23h04 précise, j'ai reçu un texto d'Alex. « Tu vas regretter ça plus que tu ne le penses. » Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, j'ai découvert ce qu'il voulait dire. Et ce n'était pas une question d'argent. C'était personnel. Très personnel. 2 matins plus tard, je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait sans arrêt. Au début, j'ai pensé que c'était le travail, peut-être un nouveau problème avec un client ou un fournisseur. Mais quand j'ai vu le flot de notifications, mon estomac s'est serré. Ce n'était pas des courriels. Ce n'était pas le travail. C'était les réseaux sociaux. J'avais des dizaines d'appels manqués, une montagne de messages directs et plus de 100 notifications de tags. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'envoyaient des captures d'écran. Alex avait rendu l'affaire publique. Sur Facebook, il avait écrit une publication qui ressemblait à un mauvais drame télévisé sur la façon dont son propre jeune frère l'avait mis, lui, sa femme et son enfant, à la rue alors qu'il n'avait nulle part où aller. Il m'a dépeint comme l'homme d'affaires froid et égoïste qui a oublié ses racines dès qu'il a eu de l'argent en poche. Chaque fait qui le faisait paraître mauvais était commodément absent. Il n'a pas mentionné la start-up que je finançais. Il n'a pas mentionné l'année et plus pendant laquelle j'avais payé leur hypothèque. Il n'a pas mentionné le coût qu'ils avaient monté avec le camion de déménagement. Et bien sûr, il a omis la partie où il m'a humilié devant chaque personne qui m'était chère à ma fête de remise de diplôme. Elle avait été partagée près de 60 fois au moment où je l'ai vue, avec des fiches de commentaires pleins de moralistes de salon. Certains étaient des personnes neutres qui sentaient clairement que quelque chose clochait dans l'histoire. D'autres étaient des amis de la famille, d'anciens voisins et des parents éloignés dont je me souvenais à peine, laissant des commentaires comme « La famille, c'est pour toujours et le sang devrait passer avant les affaires ». Mais ce qui m'a vraiment touché, ce sont les commentaires de personnes avec qui j'étais allé à l'école, des gens qui ne savaient rien de ma vie actuelle mais qui adoraient visiblement le drame. Des choses comme « On dirait que l'argent change les gens et waouh, je ne pensais pas que tu étais comme ça ». À midi, ma mère m'avait laissé 3 messages vocaux, chacun plus en colère que le précédent. Elle n'a pas demandé si tout cela était vrai. Elle ne se souciait pas de la véritable histoire. Tout ce qui l'importait, c'est que cela donnait une mauvaise image de la famille et que je devais simplement arranger les choses. C'est alors que j'ai décidé que je n'allais pas laisser Alex contrôler le récit. Le lendemain matin, je lui ai envoyé un texto, « Retrouve-moi à l'appartement. » Midi. Quand je suis arrivé, je suis entré. J'étais déjà assis à la table de la cuisine quand il est entré, l'air suffisant comme s'il s'attendait à ce que je m'excuse. J'avais une pile de papiers bien rangés devant moi, des relevés bancaires, des documents de prêt et des registres de virement montrant chaque paiement que j'avais fait pour son hypothèque, chaque dépôt dans la start-up, chaque dépense que j'avais couverte. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de discours. J'ai fait glisser la pile sur la table. Je lui ai dit que s'il ne retirait pas cette publication avant la fin de la journée et ne publiait pas une correction,
j'enverrai des copies de ces documents à chaque personne qui avait partagé sa publication. Famille, amis, investisseurs, tout le monde. Au début, il a souri d'un air narquois et a dit que je ne le ferais pas vraiment. Mais ensuite, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le brouillon de messages que j'avais déjà tapé, avec des captures d'écran. Son expression a changé. Cette suffisance a disparu. Ce soir-là, la publication a disparu de Facebook sans un mot. Pas d'excuses, pas de publication de suivi, juste parti. Je pensais que ce serait peut-être la fin, que nous avions enfin atteint le point où il reculerait. Je me trompais, car la semaine suivante, j'ai fait un geste qu'il n'a jamais vu venir, un geste qui ne se contenterait pas de clore ce chapitre. Il verrouillerait la porte derrière lui. Une semaine s'est écoulée sans un seul mot d'Alex. Pas d'appel, pas de texto, même pas de publication passive-agressive en ligne. Le silence semblait anormal, comme l'air juste avant une tempête. Je le connaissais assez bien pour savoir qu'il boudait ou qu'il préparait tranquillement un retour. Mais le fait est que je m'en fichais. J'avais déjà décidé quelle serait ma prochaine action. Ce vendredi matin-là, j'étais assis dans le bureau d'un avocat de confiance en centre-ville et j'ai signé les derniers papiers pour investir dans la start-up de mon ami Chris. Chris était quelqu'un que je connaissais depuis ma 2e année d'université. Il n'était pas tapa accent grave l'œil. Il ne courait pas partout en faisant de grandes promesses, et il ne jouait pas la victime quand les choses devenaient difficiles. Depuis 2 ans, il construisait une plateforme technologique à ses frais, travaillant la nuit dans un entrepôt juste pour continuer à la financer. Chaque fois que nous parlions, son attention était sur le travail, pas sur l'attention, pas sur les raccourcis. Quelques mois plus tôt, il m'avait demandé si j'envisagerais de devenir partenaire. À l'époque, je lui avais dit que je ne pouvais pas parce que mon argent était immobilisé dans le projet d'Alex. Maintenant, mes ressources étaient libres, et je voulais les mettre là où elles pourraient réellement construire quelque chose de réel. Quand l'encre a séché, j'ai ressenti un calme que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon père et je lui ai demandé s'il voulait qu'on se retrouve pour un café. Nous nous sommes assis près de la fenêtre d'un petit café, et j'ai fait glisser l'accord d'investissement signé vers lui. Il l'a lu attentivement, puis l'a posé et a dit « Bien. Au moins, ça va à quelqu'un qui l'a mérité. » Le soir même, la nouvelle était déjà parvenue à ma mère. Je n'ai pas eu à me demander comment, Alex a dû l'appeler à la seconde où il l'a découvert. Elle m'a laissé 2 messages vocaux d'affilée, disant tous les 2 presque la même chose, j'humiliais mon frère en choisissant de soutenir quelqu'un d'autre au lieu de l'aider à se reconstruire. Elle a dit que j'étais méchant et que j'essayais de le faire passer pour un mauvais parti aux yeux de toute la famille. 1 heure plus tard, Alex m'a envoyé un texto, « Waouh, on dirait que tu as vraiment tourné la page. » Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, je suis allé à l'appartement pour une dernière conversation. Je voulais que ce soit final, face à face, pour qu'il n'ait aucune possibilité de déformer mes paroles plus tard. Quand je suis entré, Alex était sur le canapé en train de faire défiler son téléphone pendant que sa femme était assise à la table de la salle à manger en train de payer des factures. Il n'a même pas levé les yeux au début. Je suis resté là jusqu'à ce qu'il le fasse. Je vais faire simple, ai-je dit. À partir de maintenant, ta vie est entre tes mains. Plus de prêts, plus de factures couvertes, pas de comptes partagés. Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, tu t'en occupes. J'ai fini. Pendant un moment, il m'a juste regardé comme s'il essayait de savoir si je bluffais. Sa femme a jeté un coup d'œil entre nous mais n'a pas dit un mot. Finalement, Alex a ri, non pas parce qu'il pensait que c'était drôle, mais parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Tu le regretteras, a-t-il dit doucement. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti par la porte, dans le couloir, et je n'ai pas regardé en arrière. Ce soir-là, j'étais assis dans mon appartement à regarder le contrat avec le nom de Chris dessus, et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident il y a des années. Le sang ne suffit pas. On peut être parent avec quelqu'un sans être vraiment de la même famille. Et une fois que vous voyez cela clairement, il n'y a pas de retour en arrière possible. Famille, mais pas vraiment famille. Et pour la première fois, j'étais complètement en paix avec ça. La mise à jour. Cela faisait presque un mois que j'étais sorti de l'appartement d'Alex et que je lui avais dit que c'était fini. Les semaines qui ont suivi ont été différentes, comme si j'avais enfin éliminé un bruit dont je ne réalisais pas qu'il était constant dans ma vie. Pas d'appel téléphonique soudain demandant juste un peu d'aide.
Pas de message passif-agressif. Pas de culpabilisation de la part de ma mère un jour sur deux. La start-up de Chris avançait plus vite que nous ne l'avions prévu. Nous venions de terminer un test bêta, et les retours étaient suffisamment solides pour que nous ayons une réunion de prévue avec un investisseur majeur. Pour la première fois depuis longtemps, chaque dollar et chaque heure que j'investissais dans quelque chose me semblait vraiment compter. Puis, un mardi matin, un texto est apparu d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Vérifie ta boîte aux lettres. Tu voudras voir ça. Elle? Je ne savais pas qui était elle. Pas de photo de profil, pas de contexte. Mais je suis descendu et, bien sûr, il y avait une enveloppe épaisse et non marquée coincée dans ma fente à courrier. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées, claires comme le jour, de fils de discussion par courriel entre Alex et deux de mes anciens contacts professionnels. Plus je lisais, plus je tournais lentement les pages. Alex avait essayé de présenter à mes anciens investisseurs une relance du projet sur lequel nous avions travaillé ensemble. Sauf que dans sa version, c'était entièrement son idée. Il avait retiré mon nom de chaque détail. Le courriel affirmait même qu'il avait personnellement conçu et financé les premiers prototypes et maquettes, ceux-là même que j'avais payés et développés grâce à mes contacts. Pire encore, il avait joint ses conceptions originales, mes conceptions. Je n'avais aucune idée de qui était elle, mais d'après la façon dont ces courriels sont arrivés entre mes mains, j'avais le sentiment que c'était quelqu'un du cercle d'Alex, peut-être quelqu'un qui en avait finalement eu assez de le voir prendre des raccourcis et abuser des gens. Je n'ai pas perdu de temps. Cet après-midi-là, j'ai transféré les captures d'écran à mon avocat et j'ai poursuivi avec 2 appels téléphoniques très spécifiques, un à chaque investisseur qui l'avait contacté. J'ai tout exposé, la véritable histoire du projet, qui avait payé pourquoi, et comment les prototypes joints étaient ma propriété intellectuelle. À la fin de la semaine, la proposition d'Alex était morte. Les investisseurs ont complètement coupé le contact avec lui. Je pensais qu'il m'appellerait peut-être, furieux, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, ma mère a appelé, la voix tranchante dès le début. Elle m'a accusé de ruiner son avenir et de l'achever alors qu'il est à terre. Elle n'a pas demandé si l'histoire était vraie. Elle ne voulait pas de détails. Tout ce qu'il importait, c'est que je l'avais empêché d'obtenir une autre bouée de sauvetage. Je lui ai dit que c'était exactement ce qui arrivait quand on brûlait tous ces ponts et qu'on essayait ensuite de voler le bois de quelqu'un d'autre pour les reconstruire. Le lundi suivant, Chris et moi avons clôturé notre premier tour de financement. Des investisseurs qui pensaient autrefois que le projet d'Alex avait du potentiel mettaient maintenant leur argent dans quelque chose construit sur un travail réel. Ce soir-là, je me suis versé un verre et je me suis assis dans mon appartement, réalisant quelque chose. Alex n'avait pas changé, et il ne changerait jamais. La seule différence maintenant, c'est qu'il n'avait aucun moyen de s'approcher suffisamment pour m'entraîner à nouveau dans le pétrin. Et je n'allais pas lui en donner l'occasion.